Alors bonjour, chers étudiantes, chers étudiants. Ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de notre deuxième chapitre. Alors la dernière fois, on s'est arrêté au niveau des défis de la GRH et on avait dit qu'il y a trois principaux axes à prendre en considération et qui ont impacté profondément le contenu de la GRH et les pratiques de la GRH, à savoir les changements techniques qui ont impacté le contenu, bien sûr, de l'emploi. On a parlé de la mécanisation, l'automatisation, l'informatisation et aujourd'hui, on peut parler de la digitalisation. Il y a aussi les changements, sociaux et qui vont exiger de plus en plus une grande flexibilité du travail et enfin les changements sociologiques et qui s'interrogent principalement sur la place de l'homme au niveau de l'organisation, c'est-à-dire prendre l'homme dans sa diversité, dans sa complexité. Et alors maintenant, quelles sont les réponses? Voilà les exigences. Quelles sont les réponses pour pouvoir suivre ces changements et bien sûr essayer d'orienter ces changements dans le sens voulu par l'organisation? Alors nous aurons ici 5 réponses principales. Alors la première, elle est relative à ce qu'on appelle l'individualisation. Alors c'est quoi l'individualisation? Elle répond donc à la diversité croissante des hommes et des femmes qui composent les organisations. En termes donc de qualification, d'âge, d'ancienneté, de formation initiale, d'origine géographique, comme en termes d'aspiration, de valeurs et de comportement. Donc, il faut une politique de GRH adaptée à chaque membre. Donc, cette individualisation, ou bien ce qu'on appelle cette personnalisation, il va du recrutement jusqu'à la gestion des carrières. Alors, l'individualisation, elle peut toucher les rémunérations, l'individualisation des salaires, l'individualisation des formations, des plans par exemple individuels de formation, des congés individuels de formation. 3, l'aménagement du temps, donc des horaires personnalisés, donc des congés discrétionnaires par exemple, spécifiques pour certains membres de l'entreprise, et de communication, bien sûr, parce que ici il s'agit par exemple d'établir un bilan social individualisé. Donc la personnalisation répond à la diversité, bien sûr, des hommes et des femmes composant l'entreprise. Et la plupart des auteurs, en matière d'individualisation, ils parlent de 3 éléments. Premièrement, il y a cette diversité des salariés, ils nous pousse à être tous différents, donc au fort besoin de reconnaissance, tous reconnus, et de développement, tous bien sûr talentueux. Donc ça veut dire que la question de l'individualisation ne fait pas exception par rapport à la place de l'homme, par exemple, au niveau de la hiérarchie. Et donc cette individualisation est un concept qui permet, comme on l'a dit, de personnaliser la relation entre l'entreprise et chacun de ses membres. Et donc, pour résumer, ces aspects qui incitent bien sûr à l'individualisation, c'est le caractère unique de chaque membre, de chaque ouvrier, de chaque salarié, et la flexibilité croissante du travail. Malheureusement, les pratiques de l'individualisation ou bien de la personnalisation, ils posent le problème de la diversité des statuts de chaque collaborateur, des différentes rémunérations qui peuvent être source de conflits. Et c'est la raison pour laquelle il faut, pratiquer l'individualisation avec d'une façon méthodique, d'une façon structurée, tout en essayant de respecter les principes recherchés par tous les ouvriers, comme par exemple l'équité. La deuxième réponse, c'est le partage.
Alors, le partage, c'est en fait, c'est le fait de partager la fonction ressources humaines. Ça veut dire, la fonction ressources humaines, il va devenir une réponse à toutes les attentes de tous les membres, quel que soit le département, quel que soit le service, quelle que soit la fonction. Et la question du partage, en fait, elle peut toucher les savoirs, comme il peut toucher les pouvoirs, comme il peut toucher la vision même. Parce que la vision stratégique de l'organisation, s'il est partagé par l'ensemble des membres, même la mise en œuvre et la réussite des plans stratégiques, bien sûr, va être garantie. Parce que cette vision, en fait, c'est une raison d'être de l'organisation, et on peut même parler d'une vision de la fonction GRH. Donc, le partage de cette vision, c'est un élément fondamental. Par exemple, on partage, les mêmes valeurs au niveau d'une organisation, ou bien les mêmes valeurs de la fonction GRH. Donc, le partage, c'est pour une réelle collaboration entre opérationnels et équipes ressources humaines. Donc, ce partage, par exemple, selon d'autres, conceptions, il peut concerner, comme on voit ici le modèle des 4 partages d'Edouard Lawler, c'est le partage, par exemple, de la connaissance, c'est ce qu'on a dit d'une manière ou d'une autre, c'est le partage du savoir. Par exemple, il faut encourager la transmission du savoir et le transfert du savoir. Le partage des informations, il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, un monopole ou bien une centralisation de l'information ou bien un sens unique de circulation de l'information, par exemple, du haut vers le bas, ce qu'on appelle le top-down. Et là, le partage même des responsabilités, et ça c'est un élément qui est très important pour dépasser l'approche classique qui sépare nettement entre ceux qui décident, ça veut dire les responsables, et ceux qui exécutent, par exemple, les ouvriers. Et aussi, il y a le partage des rémunérations qui peut signifier, par exemple, l'équité en matière, ou bien l'équilibre entre contribution et rétribution. Voilà, en fait, en ce qui concerne donc la question du partage et qu'est-ce qu'il vise. Mais finalement, on veut dire que les valeurs, même les principes, bien sûr, adoptés par la fonction ressources humaines, ils doivent impacter toute l'organisation et non pas seulement une partie de l'organisation. Alors, il y a un autre principe, c'est en fait l'adaptation. Alors, c'est quoi l'adaptation ? Comment l'adaptation elle peut représenter en fait une réponse pour ces changements. Alors, cette adaptation, en fait, doit faire face aux variations d'activité prévisibles et non prévisibles. Parce que l'évolution, il y a une évolution qu'on peut prévoir, mais il y a des évolutions qui ne sont pas prévisibles et qui peuvent surprendre l'organisation. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. La pandémie de la Covid-19, je crois, il a surpris toutes les organisations et bien sûr, les organisations qui étaient bien sûr initiées et qui avaient déjà intégré les nouvelles technologies de l'information et de la communication, je crois que leur adaptation était plus rapide. Mais par contre, les entreprises qui avaient accusé un retard en matière de digitalisation et de transformation digitale, je crois qu'ils ont rencontré beaucoup de difficultés, bien sûr, pour s'adapter. Alors, donc, les incertitudes de l'environnement imposent d'évoluer pour l'employeur qui risque de se retrouver dans une inadéquation de ses besoins et de ses ressources en compétences, parce qu'une compétence peut devenir obsolète. Donc, toujours, bien sûr, l'ouvrier, il doit continuer à s'adapter parce que même le contenu du poste ou bien de l'emploi, il peut changer carrément. Il
peux changer de nature, je peux changer en termes qualitatifs et quantitatifs. Donc, il faut toujours garder cet équilibre entre ce qu'on va appeler par la suite les compétences requises par le poste et les compétences acquises par l'ouvrier. Donc, cet équilibre, bien sûr, doit être assuré par l'entreprise et l'employeur qui va peut-être proposer à ses ouvriers une formation, un coaching, etc. Pour les salariés, bien sûr, qui risquent le non-emploi, comme on l'a déjà dit, parce qu'avec le temps, si l'ouvrier n'arrive pas à acquérir de nouveaux savoir-faire, à renforcer son savoir-être, etc. Je crois avec l'évolution, bien sûr, de la société, l'évolution des secteurs, il peut se retrouver du jour au lendemain sans emploi. Donc son insertion professionnelle va être de plus en plus difficile. L'agilité, donc, ou la flexibilité, ou l'adaptation, donc, signifie que l'entreprise doit s'adapter rapidement et de façon efficace à toutes les évolutions. Alors ici, pour expliquer, bien sûr, pour mieux expliquer l'agilité ou bien la flexibilité, nous allons présenter la flexibilité selon 5 directions. Alors, tout d'abord, nous avons la flexibilité quantitative externe, et il y a une flexibilité quantitative interne, il y a une flexibilité qualitative ou fonctionnelle, et il y a une l'externalisation ou bien ce qu'on appelle la sous-traitance, il y a la flexibilité salariale. Commençons tout d'abord par la flexibilité quantitative externe. Il s'agit d'une modification du niveau d'emploi, ou bien, par exemple, faire recours à des contrats CDD, des contrats à durée déterminée, ou bien l'intérim, etc., etc. Donc, cette flexibilité, elle passe par de nouveaux contrats autres que le contrat habituel qui est le contrat à durée indéterminée. Pour la flexibilité quantitative interne, alors là, ici, on va aller dans le sens de la modification du volume d'heures travaillées, ou bien les heures supplémentaires, ou bien le chômage partiel, ou bien l'annualisation. L'annualisation, ça veut dire que, par exemple, si l'ouvrier il doit travailler 44 heures par semaine et 2288 heures par an, alors ces 2288, ils peuvent être répartis autrement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une régularité. L'essentiel, c'est sur l'année, on peut comptabiliser 2288. C'est-à-dire qu'on ne doit pas respecter exactement comme la loi, bien sûr, l'impôt, c'est-à-dire 44 heures par semaine. Et donc, cette annualisation, bien sûr, il peut représenter une source de flexibilité pour l'entreprise. Sans le cas, parce qu'on a dit la flexibilité, il est important soit pendant des périodes de crise pour diminuer les effectifs, etc., soit au contraire dans des périodes, bien sûr, de pointe, dans des périodes où il y a, par exemple, une demande forte, etc., etc. Troisièmement, il y a la flexibilité qualitative ou bien fonctionnelle. Et il est lié à la mobilité et à la polyvalence. Alors, ça veut dire que l'ouvrier ne va pas, par exemple, être contraint de réaliser toujours une petite tâche ou bien les mêmes tâches, comme dans le modèle de l'organisation scientifique du travail, mais l'ouvrier, il va bien sûr être polyvalent par rapport à une spécialité. Ça veut dire qu'il va effectuer plusieurs, il va occuper plusieurs postes au niveau d'un emploi. Par exemple, je ne sais pas, responsable de stock, ou bien par exemple, je ne sais pas, le responsable, par exemple, de la formation ou autre. Donc, il ne va pas exercer ou bien exécuter les mêmes tâches une fois, mais juste, il va faire l'alternance, c'est-à-dire des fois, il est affecté au poste numéro 1, mais toujours par rapport à un emploi, bien sûr, bien précis. La mobilité aussi, c'est un facteur de flexibilité puisque si par exemple l'entreprise a un besoin au niveau par exemple des cadres, alors il peut faire par exemple une promotion
vers, bien sûr, d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur, ou bien une mobilité géographique, ou bien une mobilité, par exemple, fonctionnelle, etc., etc. Pour le quatrième point, qui est l'externalisation, bon, l'externalisation, ou bien on peut utiliser la sous-traitance, ou bien l'essaimage. Des fois, par exemple, si l'entreprise n'a pas le temps pour mieux réaliser certaines parties, par exemple, de la GRH, on peut, par exemple, externaliser. Ça veut dire demander ou bien céder sa tâche à une entreprise partenaire qui peut faire mieux que nous sa tâche. Donc, et on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en train d'externaliser, je m'excuse, certaines parties de la GRH ou bien certains services de la GRH. Et la flexibilité salariale peut aller dans le sens, par exemple, d'un intéressement, par exemple, d'une rémunération réversible aléatoire, donc selon le temps, collective ou bien individuelle. Donc, ce sont généralement des arrangements ou bien des contrats qui sont atypiques. Alors, pour la mobilisation, c'est un élément qui est, je crois, très important. Et on a vu avec les écoles sociologiques qu'à partir des années 80, que le management moderne, il est centré sur la mobilisation, bien sûr, du facteur humain. Et donc la mobilisation, on parle de la mobilisation des énergies qui impose une implication de tout le personnel, et dont bien sûr la prise de décision. Et donc il consiste à rassembler tous les membres de l'entreprise afin qu'ils conjuguent leur énergie pour atteindre des objectifs dans une logique de performance. Ça veut dire que lorsqu'on est mobilisé, donc, on est bien sûr capable d'atteindre les objectifs et d'aller dans le sens de la performance de l'organisation. Et bien sûr, il y a des facteurs de motivation et de mobilisation, comme le cadre de travail, par exemple le cadre juridique. Il y a les conditions de travail qui doivent être bonnes, adéquate. Il y a la rémunération qui peut représenter aussi une source de motivation, de mobilisation. Il y a aussi la communication interne qui permet d'améliorer la qualité des relations interpersonnelles. Donc, cette mobilisation repose sur une implication, donc, comme je l'ai déjà dit, de la hiérarchie et sur sa capacité à motiver ses collaborateurs. Donc, il concerne un climat donc, social favorable, un réel dialogue social, bien sûr, entre les différentes parties prenantes. Et il pousse vers une construction de nouveaux liens sociaux entre employés et employeurs. Et il permet le développement de la confiance organisationnelle. Ça veut dire qu'il y a un espace, parce que ce manque de confiance entre... bien sûr, entre les employés et les employeurs représente les principales sources de conflits et qui va causer le dysfonctionnement organisationnel. Donc, un employé mobilisé, c'est quoi? C'est une personne qui déploie volontairement des effets au-dessus de la moyenne de façon à réussir et à faire un travail de qualité. Ça veut dire que la mobilisation, il pousse l'ouvrier à être productif, il considère l'entreprise comme son propre projet, donc il n'épargne aucun effort pour aller au-delà, bien sûr, de sa productivité et de son rendement moyen. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle en fait la mobilité. Maintenant, on va aller vers l'anticipation. Alors, c'est quoi l'anticipation? Pourquoi anticiper les événements? Pourquoi réagir? Donc déjà, le terme anticipation s'inscrit dans le cadre d'une logique de durée, ça veut dire l'action dans la durée, puisque les entreprises qui sont gérées, bien sûr, par un management opérationnel, ça veut dire
ils prennent juste des décisions pour régler les difficultés disons, de courte période. Et ils peuvent rencontrer beaucoup de problèmes parce que il y a des fois un manque de visibilité, on n'arrive pas vraiment à prévoir l'évolution des phénomènes. Donc les organisations tentent de basculer des systèmes réactifs à un système proactif. Donc on anticipe l'évolution à court et moyen terme pour prendre des décisions, pour être prêt à agir le moment voulu. C'est-à-dire que nous allons prendre des décisions aujourd'hui, mais qui auront des conséquences, bien sûr, dans le futur par rapport à un horizon temporel qui est bien précis. Donc aujourd'hui, le manque de visibilité implique une démarche en fait anticipative qui permet de développer les capacités d'adaptation aux événements imprévus et incertains. Et aussi la question de l'anticipation, il mobilise les représentations sociales pour construire les futurs possibles. Donc, puisque l'avenir n'est pas sûr, parce qu'il y a les menaces, il y a l'incertitude, il y a l'imprévisibilité, alors les entreprises doivent bien sûr préparer l'avenir à travers des plans, et notamment, c'est le cadre de la gestion des ressources humaines qui doit prendre en considération l'imprévisibilité comme une donnée importante pour pouvoir bâtir ces stratégies de GRH selon, bien sûr, des bases solides. Par exemple, il peut penser à établir ce qu'on appelle la planification stratégique des ressources humaines. Alors aussi, il y a un modèle qui s'est développé vers les années 60, les années 70. Et ce modèle, on l'appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une projection donc, à long et moyen terme qui permet de comparer les besoins et ressources en personnel dans l'objectif de faire face aux évolutions économiques. Vu l'importance de ce modèle prévisionnel, de cette approche, si je veux dire, stratégique de la composante humaine, vu son importance, on va consacrer tout un chapitre, c'est le chapitre numéro 4 qui va être consacré à la GPEC, donc son contexte, ses enjeux, sa démarche, ses limites, avec des exercices d'application. Mais au niveau des exercices, nous allons nous contenter surtout de la projection des effectifs. Parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, mais c'est juste une application de la gestion prévisionnelle des effectifs qu'on va voir à travers des exercices d'application. Et 2 mots sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Donc, c'est une analyse en fait prévisionnelle qui distingue des écarts. Son objectif est de détecter les écarts entre les ressources disponibles et les ressources futures et les besoins présents et les besoins futurs en matière de GRH sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Donc nous aurons le temps bien sûr de bien approfondir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences à travers ce chapitre. Maintenant, nous allons passer à l'évolution du contenu de la GRH. Donc, je récapitule. Alors, j'ai dit tout ce qu'on a fait. On a présenté le contexte, on a présenté les différentes phases d'évolution de la GRH. Nous avons présenté un peu l'évolution de la GRH vers le management des ressources humaines. Après, nous avons présenté un peu les changements qui ont impacté la fonction GRH. Maintenant, nous allons approfondir, bien sûr, les principales caractéristiques de cette évolution. Donc, à travers l'explication du passage de la gestion du personnel à GRH et ensuite par rapport au contenu même de la fonction GRH. Voilà, donc cette séquence prend fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous, la prochaine séquence. Merci.